Ah, mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui le général de corps d'armée Bertrand Soubelet, qui est directeur des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale. Vous êtes accompagné, excusez-moi, je n'ai pas votre... D'accord. On prendra vos coordonnées également pour que le rapport soit complet. Merci évidemment d'avoir répondu à notre invitation générale. Et je rappelle que, à toutes fins utiles, que l'audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Les enregistrements resteront ensuite accessibles à la demande pendant quelques mois. Alors, mon général, avant de vous laisser la parole simplement, mais on a dû vous le préciser, notre mission qui a commencé ses travaux il y a maintenant un petit mois et qui va travailler jusqu'au mois de juin, donc a comme ambition de traiter dans une analyse, et ensuite avec forcément des préconisations en fin de parcours, de traiter de l'insécurité sur tout le territoire et dans une approche territoriale. Évidemment, nous intéressons d'ores et déjà à la géographie prioritaire des zones de sécurité prioritaire. Il y en a un certain nombre en zone gendarmerie. Ce n'est pas la majorité d'entre elles, bien évidemment. Mais à la sécurité sur tout le territoire, car évidemment, la géographie prioritaire ne peut pas résumer à elle seule l'engagement du gouvernement et de l'ensemble. Et pour nous, en tant que mission, évidemment, ça ne peut pas se résumer au seul ZSP. Et d'ailleurs, nous l'avons marqué dans notre premier déplacement la semaine dernière, puisque nous étions en Saône-et-Loire, en zone gendarmerie, dans la Bresse, chez Madame Untermeyer, qui est députée de Bresse. Et évidemment, quand on est en Bresse, à Tournu ou à Louhans, on n'est pas dans une ZSP, d'une part, et on n'est pas dans un secteur où l'insécurité est manifeste. Néanmoins, il y a des réalités. Et nous avons eu l'occasion, évidemment, de regarder tout ça sur le terrain, et en particulier avec les gendarmes. Et donc, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, comme cela vous a été indiqué, avant que les membres de la mission ne vous posent des questions. Voilà, donc si vous voulez bien, en général, vous avez tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, vous avez souhaité auditionner le directeur des opérations et de l'emploi de la gendarmerie. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez et naturellement j'essaierai de répondre le plus précisément possible à vos attentes. D'autant que le sujet que vous évoquez est un sujet extrêmement prégnant et il est très important pour notre collectivité nationale. À ce stade, il faut quand même que je précise que je ne suis directeur des opérations et de l'emploi que depuis 1 an. Et donc, on peut considérer que peut-être sur certains sujets, je n'ai pas beaucoup de recul. L'ensemble des opérations de police administrative et de police judiciaire qui sont réalisées au sein du pays et toutes les mesures d'organisation de la gendarmerie passent par la direction des opérations et de l'emploi que je dirige. Ce qui veut dire qu'on peut considérer dès lors que cette DOE constitue une espèce de tour de contrôle de l'activité de la gendarmerie, en particulier en termes de lutte contre la délinquance. Je parle bien entendu pour la zone qui est placée sous la responsabilité de la gendarmerie, qui, comme je le rappelle régulièrement, représente quand même 95% du territoire. Zone sur laquelle résident un peu plus de 30 millions de Français. Alors c'est un sujet très vaste que votre mission a pris à bras le corps. Il est très complexe, évidemment, car il nécessite de mettre en perspective l'action d'un certain nombre de services de l'État et puis un certain nombre d'autres partenaires absolument essentiels qui ont la charge de la gestion de la cité, que sont les élus. Alors mon propos va s'articuler autour de 3 points. Le premier, je voudrais évoquer rapidement les éléments structurants pour les questions d'insécurité. Ensuite, des éléments un petit peu déstabilisants. Et puis vous livrer une petite analyse personnelle, peut-être
peut-être un peu iconoclaste, mais je pense que si on ne peut pas être iconoclaste avec la représentation nationale, on ne peut l'être nulle part. Courage à être iconoclaste, il n'y a pas de problème. On est là pour débattre, donc au contraire. Voilà. Pour les éléments structurants, pardon. Les premiers points que je souhaiterais aborder sont les éléments structurants qui tiennent lieu, je veux dire, à l'essence même de la gendarmerie, qui est une institution qui a pour vocation d'assurer la continuité d'un service de sécurité sur de très vastes espaces. Et évidemment, ça conditionne notre action. C'est extrêmement important à prendre en compte parce que, évidemment, ça nous éloigne assez sensiblement de la manière dont, par exemple, les policiers font leur travail sur des zones qui sont extrêmement réduites. Tout cela s'effectue dans un contexte particulier qui est d'une demande grandissante de sécurité de nos concitoyens et dans un contexte budgétaire qui est de plus en plus contraint. Donc ça a quand même des incidences assez sérieuses. Notre capacité à agir dans la gendarmerie repose sur deux axes qui sont fondamentaux. C'est la présence permanente de la gendarmerie au plus près de nos concitoyens, et évidemment s'y rattache le logement de service, le logement concédé par nécessité absolue de service, qui est un élément important de notre maison, et évidemment la capacité de monter en puissance que permet l'organisation hiérarchisée et militaire de la gendarmerie nationale. Évidemment, l'efficacité de la gendarmerie repose avant tout sur sa territorialité, c'est-à-dire sur les 3200 brigades qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Ce qui donne, vis-à-vis de la population, une grande proximité. Et je pense que la proximité est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité. D'ailleurs, j'entendais M. Pechnard hier à la télévision qui disait qu'il fallait que les policiers sur la région parisienne habitent dans les endroits où ils travaillent, de manière à ce qu'ils sachent exactement de quoi ils parlent, qu'ils connaissent les gens avec lesquels ou pour lesquels ils travaillent. Et ça me paraît évidemment frappé au coin du bon sens, parce que ce qui fait la force de la gendarmerie, évidemment sur l'ensemble du territoire, c'est qu'elle est au plus près des concitoyens, elle est au plus près des préoccupations de ceux pour lesquels nous essayons de remplir notre mission partout dans ce pays. Donc schématiquement, les gendarmes occupent le terrain par construction et ils essaient de maîtriser leur environnement. Je pense que c'est un élément extrêmement structurant. Par ailleurs, il y a des éléments déstabilisants dans tout ce que je viens de dire, parce que même si la gendarmerie est une vieille dame qui a 8 siècles, elle est aussi déstabilisée comme tout le monde, régulièrement. Le premier élément que je souhaiterais signaler, c'est celui d'une migration importante de la population française en dehors des 25 agglomérations les plus importantes, puisqu'il y a un mouvement migratoire vers la zone gendarmerie depuis une quinzaine d'années qui était extrêmement important et qui modifie assez sensiblement la sociologie des territoires. Ce qui veut dire que la gendarmerie est parfois confrontée à des réalités différentes de celles qu'elle avait l'habitude de traiter il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ce qui veut dire que la notion de sanctuaire rural ou de sanctuaire des zones rurales ou périurbaines, en tout cas en dehors des grandes villes, cette notion de sanctuaire n'existe plus. Et la délinquance et l'insécurité frappent au cœur de nos territoires, dans la ruralité profonde. Et je pense que c'est une dimension nouvelle qui n'existait pas il y a quelques années. Alors évidemment, la gendarmerie est obligée de s'adapter. Et elle s'adapte à sa périurbanité, à cette nouvelle donnée qui sont importantes et que nous prenons en compte, et qui ne posent pas de difficulté, puisque cette année, par exemple, nous avons repris 5 circonscriptions de sécurité publique à la police nationale, et aujourd'hui, tous les élus qui voient la gendarmerie arriver à la place de la police ont bien compris qu'en termes de niveau de sécurité et de service public, ils n'avaient rien perdu, parce que les modes d'action de la gendarmerie, et puis son aptitude à gérer la sécurité publique et la police judiciaire ne sont évidemment pas remises en question. Deuxième point important que je souhaitais aborder, c'est une analyse un peu pas très conventionnelle et qui est la suivante. C'est que je considère que la délinquance en valeur absolue dans notre pays n'augmente pas. Les chiffres de la délinquance augmentent, le sentiment d'insécurité, certes, augmente, mais en valeur absolue, la délinquance n'augmente pas.
Je parle évidemment ici du contentieux de masse, c'est-à-dire de la délinquance de proximité, celle qui touche au plus près tous nos concitoyens dans leur vie quotidienne et qui les touche dans leur intimité. Les chiffres augmentent pour deux raisons. La première, c'est que certaines infractions, je prends un exemple, les violences intrafamiliales, sont davantage connues, sont davantage reconnues, sont davantage enregistrées, et par ailleurs, la qualification moderne de certains comportements aujourd'hui se judiciarise, c'est-à-dire qu'autrefois, certains comportements qui étaient acceptés aujourd'hui ne le sont plus et sont judiciarisés, ce qui évidemment, lorsqu'on donne une gifle ou une fessée, aujourd'hui ça finit au tribunal, ce qui n'était pas le cas il y a 35 ou il y a 40 ans. Donc forcément, mathématiquement, il y a une augmentation. Et puis en plus, sur les violences intrafamiliales, j'ajoute un tout petit commentaire, c'est que c'est une délinquance sur laquelle ni la police ni la gendarmerie, nous n'avons aucune prise. Parce que nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas comment on pourrait agir sur ces chiffres-là, parce que ça se place dans la sphère familiale, à l'intérieur de l'intimité familiale, et nous aurions de grosses difficultés pour essayer de faire varier ces chiffres. Donc, j'allais dire, ils s'imposent quasiment à nous. La deuxième chose, c'est que les auteurs d'atteinte aux biens, qui aujourd'hui sont quand même les plus importants numériquement, bénéficient d'un traitement pénal qui leur permet de continuer à exercer leur activité, ce qui veut dire que, évidemment, les chiffres continuent de monter. Et puis la troisième raison, c'est que l'exactitude des services et de nos systèmes statistiques fait que nos chiffres, il n'y a plus beaucoup de pertes en ligne et nos chiffres augmentent aussi pour cette raison-là. Deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que la population française a augmenté de 59 millions en 2000 à 66 millions en 2013. Ça fait un certain nombre de millions en plus. Si on devait appliquer à la délinquance cette augmentation, ça ferait une augmentation de sensiblement 10%. Or, on remarque que dans les chiffres entre 2000 et 2013, le nombre de crimes et délits pour 10 000 personnes en 2000 était de 60 pour 1000, qu'aujourd'hui, en 2013, il est de 54 pour 1000. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus de délinquance dans notre pays en valeur absolue en 2013 qu'en 2000. Voilà. Ceci n'empêche pas que nous avons une réelle difficulté, c'est que nous avons de l'insécurité dans notre pays, nous avons une délinquance qui, de toute façon, dont les chiffres progressent, ça c'est un fait, et il faut bien que nous nous attaquions et que nous luttions contre ce phénomène. Je dirais quand même que le sentiment d'insécurité est parfois inversement proportionnel à la réalité des choses. Parce que quand vous avez dans des endroits où il y a peu de délinquance, quelques faits qui se produisent, c'est une explosion. Alors même que dans des endroits, dans des grands centres urbains dans lesquels vous avez un bruit de fond de délinquance permanent, lorsque vous avez une augmentation de 15, 20, 30, 40 faits, ça ne se sent même pas. Ceci dit, je reste persuadé que le sentiment d'insécurité continuera d'augmenter à la faveur de la précarisation de certaines couches de la société française. Et je crois que les faits aujourd'hui, malheureusement, le prouvent. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment obtenir la baisse du niveau de délinquance, ainsi que celle de la baisse du niveau d'insécurité. C'est une responsabilité collective partagée. La gendarmerie constate environ 1 million de crimes et délits sur les 3,5 que compte le pays. C'est important, c'est trop important, clairement. Mais ce n'est pas faute de se réformer. La gendarmerie se réforme depuis un certain nombre d'années. Elle en a connu une réforme très importante, c'est qu'elle est arrivée au ministère de l'Intérieur en 2009. Ministère au sein duquel elle n'était pas forcément très attendue. J'allais dire, j'ai l'habitude de dire, je ne voudrais pas être trop long, mais j'ai l'habitude de dire que l'arrivée de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, c'est comme l'arrivée d'un enfant adoptif dans une famille. Dans cette famille, il y a des enfants légitimes. Et les enfants légitimes, quand ils voient arriver un rejeton qui n'est pas de là, ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont perdre. Et forcément, l'accueil n'est pas toujours très bon. Alors, je dis ça, mais nous avons eu un très bon accueil au ministère de l'Intérieur, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons notre place, ça ne pose pas de difficulté, même si, évidemment, il y a une culture dans ce ministère de l'Intérieur qui est différente de celle que nous avions au ministère de la Défense, mais pour autant, les choses se passent très très bien. Nous connaissons, en termes d'insécurité, des difficultés permanentes qui nous demandent et qui exigent de nous adapter en permanence à des réformes
notamment en termes de procédures, qui sont extrêmement compliquées, notamment en interne, mais aussi les transpositions du droit communautaire, et qui demandent encore et toujours plus aux enquêteurs sur le terrain. Et c'est une question importante. Je note que dans une société où les tensions sont de plus en plus importantes et le niveau de violence a tendance à beaucoup augmenter, eh bien, la tâche des gendarmes et des policiers devient de plus en plus complexe au plan juridique. Évidemment, cela emporte un certain nombre de conséquences sur l'adversaire, c'est-à-dire les gens que nous essayons d'amener devant les magistrats, c'est qu'ils le savent. Ils le savent, donc ils profitent du système à l'évidence. Et ça demande quand même de nos personnels davantage d'investissement, avec une diminution de performance. Je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est mathématique, et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les mutualisations que l'on veut, on peut, sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation, s'améliorer. On n'enlèvera pas cette réalité-là, et elle pèse très très lourd. J'étais sur le terrain il n'y a pas très longtemps, parce que je considère que je dois y aller régulièrement pour être les pieds sur le sol, de manière à prendre des décisions au plan national qui sont des décisions de qualité et qui ne posent pas plus de problèmes qu'elles ne règlent de solutions. Et donc, je voyais les gendarmes qui me disaient qu'ils étaient inquiets parce qu'ils avaient l'impression qu'on prenait souvent plus soin des auteurs que des victimes. Je vous livre leur sentiment. C'est un sentiment qui prévaut aujourd'hui dans certaines unités chargées de la gendarmerie. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail de nos personnels ne faiblit pas. Il ne faiblit pas. Nous avons une augmentation des personnes mises en cause, par exemple entre 2012 et 2013, là je prends les chiffres, qui est en augmentation permanente de plus de 4%. Et je note dans le même temps que le nombre de personnes écrouées a diminué dans le même temps de 33%. Donc, évidemment, je pense que l'insécurité et le sentiment qui s'y rattache ne cesseront d'augmenter tant que la réponse collective au phénomène de délinquance ne sera pas adaptée. Et le responsable des opérations et de l'emploi que je suis aujourd'hui considère que cette réponse est totalement en décalage par rapport au quotidien et à la réalité que vivent les citoyens français, quel que soit leur lieu de résidence. Et j'y vois deux soucis majeurs, et je clôturerai mon propos là-dessus. C'est la cohérence de la politique pénale au plan national. La cohérence de la politique pénale au plan national ne peut pas être l'addition des politiques pénales locales. Deuxièmement, c'est le traitement des mineurs. J'étais commandant de groupement il y a plus de 15 ans. J'avais ces conversations avec mon préfet. Je lui disais, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le traitement de la délinquance des mineurs. Tant que nous n'aurons pas traité cette difficulté-là, nous irons vers des lendemains qui seront très difficiles. Je crois que nous sommes d'ores et déjà dans ces lendemains-là. Je ne voudrais pas être plus long, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Voilà les éléments en liminaire qu'il me semblait important d'aborder devant vous. Évidemment, peut-être d'une manière un peu insuffisamment structurée, et je vous demande de me pardonner. J'espère ne pas avoir abusé de ma liberté de parole. Évidemment, je me tiens prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez me poser. Merci, Général, pour ces propos qui rejoignent largement ce que nous-mêmes nous pouvons analyser et penser. Maintenant, on va vous poser un certain nombre de questions avec mes collègues. Donc, je vais peut-être d'abord vous laisser poser des questions. Je réserve pour les miennes ensuite. Est-ce que M. Goujon, tout d'abord? Oui, mon général. Quelques questions. Bon, pour ce qui concerne votre analyse de l'évolution de la délinquance, elle était assez courte, donc je pense que vous n'êtes pas rentré complètement dans le détail des choses et vous avez voulu de façon générale relativiser un certain nombre de données, qui d'ailleurs de façon objective, ce que je comprends parfaitement. Cela étant, est-ce que vous pouvez être plus précis dans la délinquance traitée par la gendarmerie, la part de ce qui concerne les atteintes aux biens, les violences crapuleuses, les violences gratuites, les vols, etc. Est-ce que vous avez quelques données générales, Bon, sinon vous nous faites parvenir par courrier, c'est pas. Mais pour avoir des grandes tendances de ce que traite la gendarmerie.
Deuxièmement, un peu dans le même esprit, deux rapports ont été récemment publiés. C'est un rapport de la police, mais néanmoins, justement, je voudrais avoir l'analyse, l'appréciation de la gendarmerie là-dessus. Le rapport du Cirasco de la police judiciaire, et puis il y a quelques jours, l'ONTRP a également publié une analyse concernant la part importante des délinquants étrangers concernant les vols. Quant au Cirasco, c'est l'implantation des mafias étrangères, pour résumer, en France. Et en plus, qui n'épargne pas les zones rurales ou périurbaines, bien sûr, bien au contraire, et en liaison peut-être aussi avec une délinquance que vous traitez peut-être davantage que la police, qui est une délinquance itinérante, et votre analyse de cette forme de délinquance. Voilà ce que je voulais vous demander. Un dernier point concernant les EGM, enfin la gendarmerie mobile, qui a vu ses escadrons quand même réduits de façon assez drastique. Est-ce qu'on est au bon niveau? Est-ce qu'il est possible qu'ils accomplissent encore davantage de missions de sécurité de proximité? Est-ce qu'on est vraiment à flux tendu? Enfin, quelle est votre analyse en ce qui concerne les effectifs de l'AGM et son implication dans la sécurité de proximité? Alors, oui, Madame la vice-présidente, allez-y, puisque vous devez après nous quitter. Oui, je vais vous quitter Après, parce que je dois aller à la commission des lois. Donc, je regrette vraiment, mais bon, on nous demande d'être présent à la commission des lois pour débattre de la loi égalité femmes-hommes. Général, vous avez parlé de réponse collective et je partage bien évidemment cette approche. Je voulais vous demander, s'agissant du milieu rural et de l'éloignement des acteurs concernés, si vous auriez des pistes qui nous permettent de renforcer ce sentiment, de combattre le sentiment d'insécurité partagé notamment par les femmes et les personnes âgées dans ces territoires un peu déserts. Et là, ma deuxième question, vous avez parlé du traitement des mineurs qui n'était pas celui que nous devions attendre ou sans doute mettre en place. Est-ce que vous auriez des préconisations aussi sur ces questions-là qui sont, à mon sens, tout à fait déterminantes? J'écouterai vos réponses de toute façon attentivement plus tard. Merci beaucoup. Question à Asaf. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à vous, Monsieur le Général, pour votre intervention, tant sur le fond que sur la forme, tant dans sa liberté de ton que dans la sincérité et la précision avec laquelle vous avez souhaité nous brosser un portrait autant précis que possible, égard autant qu'il était parti sur les questions qui nous concernent ici. Permettez-moi juste une remarque, peut-être, puisque vous avez relevé ou noté les déclarations de M. Pechnard. Il s'agissait du candidat Pechnard, qui s'exprimait sur la présence policière, y compris au plus près des habitants. Que n'a-t-il fait lorsqu'il était aux responsabilités pour permettre aux forces de sécurité nationales d'être au plus près de ses concitoyens? C'est un autre sujet, mais je me devais de le relever. J'ai bien noté dans votre exposé la critique déguisée de la politique du chiffre, ou plus exactement peut-être de la statistique, en tout cas, comme quoi on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, mais qu'il n'y a que des principes de réalité que vous avez souhaité nous exposer. Nous l'avons déjà envisagé, évoqué dans d'autres auditions. J'ai également noté les mesures ou les réponses pénales que vous souhaitiez voir apporter, peut-être afin d'améliorer les performances et de répondre peut-être plus précisément aux questions d'insécurité qui touchent notre territoire. Néanmoins, j'ai trouvé par contre, Monsieur le Général, vous êtes passé un peu rapidement sur le sentiment d'insécurité, dont je pense, au fil des auditions qu'on a pu avoir, que ce sentiment d'insécurité se nourrit en grande partie aussi par l'insécurité dite de proximité, les petites affaires. Lorsque nous avons rencontré, si j'osais dire, vos demi-frères de la police nationale, pour reprendre une métaphore que vous avez employée, on s'est attaché à savoir, eu égard à la contrainte budgétaire qui vous touche également l'un et l'autre, à savoir comment on pouvait, avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, finalement améliorer le dispositif de lutte contre
l'insécurité de proximité. Et s'agissant des zones urbaines, des zones police essentiellement, on a essayé de voir comment peut-être revisiter les contrats locaux de sécurité, faire évoluer les missions de la police municipale, mieux coordonner les services de sécurité privés, que ce soit dans les gares, les centres commerciaux. Et dans la circonscription qui est la mienne, donc, et qui englobe une partie de zone police et une partie de zone gendarmerie à l'ouest de Montpellier, finalement, lorsqu'on se pose la question de savoir si la police municipale ne devrait pas s'étendre à une police métropolitaine, on se pose inévitablement la question de savoir, finalement, comment revisiter notre contrat local de sécurité au-delà des frontières municipales, et donc sur un territoire qui englobe une zone gendarmerie et une zone police nationale. Et ma question, elle est de votre place, avec la culture qui est la vôtre, mais aussi confrontée à une réalité sociale. Le monde change, y compris dans le milieu urbain, y compris dans le milieu périurbain et y compris dans le milieu rural. Finalement, quelle vision avez-vous de cette nécessaire coopération? Parce que vous êtes passé rapidement dessus en disant qu'en gros la baisse des moyens, malgré toute la bonne volonté, malgré la meilleure organisation, malgré la mutualisation, la baisse des moyens, elle se caractérise par une moindre efficience de la part des services de sécurité. Néanmoins, moi, je veux savoir de votre place comment vous voyez éventuellement l'élargissement donc des missions des polices municipales qui deviendraient polices métropolitaines, l'élargissement des contrats locaux de sécurité qui dépasseraient largement les cadres métropolitains, peut-être pour englober des parties périurbaines, voire des parties rurales, parce que moi, ce qui était rural il y a 10 ans autour de Montpellier, aujourd'hui périurbain, et on peut penser qu'après-demain, il sera urbain. Donc, ma question, elle est, voilà, dans cette réflexion-là, vous, quelle est votre analyse et comment envisagez-vous la place de la gendarmerie dans ce dispositif? Une nouvelle fois encore, merci pour cet exposé. En général, je vais ajouter une question, mais qui va tout à fait en complémentarité de la question précédente, notamment. Vous avez d'ailleurs vous-même introduit comme étant un axe essentiel, et on n'est pas surpris s'agissant de la gendarmerie, la notion de territoire. Et en lisant un des derniers numéros de la revue de la gendarmerie nationale, il y avait une série d'études, d'articles, de spécialistes et de responsables de la gendarmerie sur cette nouvelle approche territoriale comme étant à la fois quelque chose qui peut être nouveau compte tenu des évolutions que la gendarmerie a connues dans les dernières années, mais en même temps un retour aux sources aussi, puisqu'il y a quand même, c'est la tradition de la gendarmerie, cet ancrage sur le territoire, et donc de la proximité. Et néanmoins, effectivement, il y a eu des évolutions, vous en avez rappelé quelques-unes, et donc de nouvelles contraintes aussi. Et on a entendu cela être exprimé aussi en Saône-et-Loire, parce qu'on a rencontré aussi les élus, y compris des citoyens, à la fois leur souhait de voir plus les gendarmes sur le terrain, leur bonne relation avec les gendarmes de toute façon en général, mais quand même le constat que les gendarmes sont moins visibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps. Et donc, ma question, c'est, dans le cadre des zones de sécurité prioritaires, qui sont sous votre responsabilité et de la possibilité qu'il y a là, les objectifs étant précis, mais en même temps cette volonté de redynamiser la coproduction de la sécurité, le partenariat, les élus, les polices municipales, les citoyens eux-mêmes, qu'il faut aussi absolument mobiliser sur la sécurité, parce que c'est aussi leur affaire. Ils croient trop souvent que c'est l'affaire uniquement de la police, de la gendarmerie et de la justice. Bon. Donc, est-ce que sur votre première évaluation de ces zones de sécurité prioritaire en zone gendarmerie, est-ce qu'elle vous amène à considérer, avec cette doctrine d'emploi, l'approche territoriale, que
il y a depuis quelques mois, justement, un laboratoire là qui pourrait être utile pour, évidemment, dans le droit commun des zones gendarmerie. Vous avez rappelé qu'il y avait 3200 brigades, donc les ZSP gendarmerie, c'est une toute petite partie de ces 3200 brigades. Donc en quoi là il y a un laboratoire utile pour que ça se diffuse ensuite en termes de pratique et de coproduction dans l'ensemble des brigades et donc du territoire gendarmerie. Bien. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre de manière tout à fait complète à toutes les questions qui m'ont été posées, mais enfin, je vais m'efforcer. Si d'aventure je ne réponds pas à votre attente, il ne faut pas hésiter à me le dire et je compléterai soit par oral, soit par écrit. On a commencé tout à l'heure, monsieur le député, vous m'avez posé la question sur les chiffres de la délinquance. Je suis effectivement pas rentré dans le détail des chiffres parce que je ne les ai pas tous amenés. Il y en a beaucoup. Ils sont. Je suis pas un homme de chiffres. Très sincèrement, je suis pas un homme de chiffres. Pourquoi? Parce que je vois l'énergie que mettent les femmes et les hommes de la gendarmerie répartis sur l'ensemble du territoire. Et quand je vois l'énergie qu'ils dépensent, le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage et les chiffres qui sortent de nos machines statistiques, je me dis que quelque part il y a un décalage et ce décalage me gêne. Il me gêne parce que je trouve que l'on fait fi de la nature humaine et de la dimension humaine en la réduisant et en réduisant l'action de tous ces gens-là à des chiffres. Mais les chiffres sont importants parce qu'ils nous permettent de faire des bilans, de tirer des enseignements, des conclusions et de continuer à progresser. C'est comme ça que moi je vois les chiffres. Alors les nôtres sont pas très très bons en zone gendarmerie. Ils sont pas très bons d'ailleurs alors même que nous avons fait des efforts et que nous avons depuis le mois de novembre dernier, début novembre dernier, mis 4 escadrons de gendarmes mobiles de plus dans les 10 départements qui sont les plus touchés. Or, je note que dans ces 6 départements, parmi ces 10, où on a mis des gendarmes mobiles en plus, les chiffres continuent à monter. On prend en moyenne 4% d'augmentation sur les atteintes aux biens. Ce qui veut dire que le fait de mettre des effectifs sur le terrain n'est pas toujours la réponse à la délinquance. Or là, c'est typiquement le cas. Et l'illustration parfaite. Ils sont présents sur le terrain, les gendarmes mobiles. Ils amènent des affaires, aux gendarmes départementaux qui les traitent, bien entendu. Mais je vais rentrer dans les détails, je m'en excuse. Mais quand vous mettez beaucoup de gendarmes mobiles sur le terrain, qui font du bon boulot, et je reviendrai sur les gendarmes mobiles parce que j'ai une question tout à l'heure là-dessus, leur action asphyxie les gendarmes départementaux parce que ils font un tel travail sur le terrain, ils ramènent de telles affaires, beaucoup de gens qu'ils interpellent, et les unités territoriales ne sont pas dimensionnées pour faire face à un tel afflux de travail. Donc en fait, on engorge le système. La réalité, c'est celle-là. Donc je pense qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'étais sur le terrain il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'étais dans le 34, et puis après dans l'Hérault, et j'étais dans l'Isère. Et j'ai eu à chaque fois la même remarque, les mêmes conclusions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout effectif n'est pas bon non plus, mais les gendarmes mobiles apportent quand même, non pas en termes de lutte contre la délinquance, mais de prévention, ils apportent un plus. Parce que quand on voit des gendarmes dans la rue, la délinquance se déplace ailleurs. Mais comme ils font du bon boulot, ils ramènent du travail aux gendarmes départementaux. Donc c'est à double tranchant. La zone gendarmerie en termes de chiffres, par exemple pour les atteintes aux biens, en 2012, nous avons constaté, je parle de période identique, 11 premiers mois 2012, 11 premiers mois 2013. Nous avons constaté en 2012 un peu moins de 600 000, 598 000 atteintes aux biens. Et en 2013, nous avons constaté 621 730, c'est-à-dire 4% d'augmentation. Et je me dis
que si on n'avait pas mis tous ces personnels, tous ces gendarmes mobiles sur le terrain, c'est pas 4% qu'on aurait pris, c'est 14%. Donc il y a un effet retardateur. Mais c'est compliqué d'avoir un effet en valeur absolue qui nous permette de rentrer dans les clous et d'avoir des résultats. J'ai amené ça parce que justement sur les 6 groupements qui sont renforcés, dont je parle à l'instant, j'ai la synthèse qui m'a été faite ce matin, et ces commandants de groupement de gendarmerie départementale disent que, à titre d'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Ce qui veut dire que quand vous lâchez 65% de ceux qui sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, ils continuent leur activité. Et comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent? C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Et vous pouvez même multiplier par 2 les effectifs de la gendarmerie du 13, que ça ne changerait rien. Et qu'on continuerait à augmenter. La réalité, c'est celle-là. Donc, c'est, à mon avis, mon devoir de vous le dire. Je le dis peut-être d'une manière un peu crue, mais c'est la réalité, et cette synthèse, elle date de ce matin. Donc je ne peux pas faire plus actuel et plus réaliste que ceci. Ça me permet de basculer sur un deuxième sujet que vous avez évoqué, monsieur le député, qui est celui, en parlant du CIRASCO. Alors le CIRASCO, c'est évidemment une entité de la police nationale à laquelle nous participons bien entendu, mais qui ne traite que de la criminalité organisée, c'est-à-dire le haut du spectre. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le haut du spectre qui pose difficulté dans notre pays, c'est le contentieux de masse, c'est-à-dire les petits cambriolages, tout ce qui agace nos concitoyens dans la vie de tous les jours. Pour ce qui concerne les étrangers, je vais vous donner simplement un seul exemple. J'étais dans un département il n'y a pas longtemps, je souhaite ne pas le citer, dans lequel j'ai eu contact évidemment avec nos enquêteurs qui étaient, je vais dire, au travail, clairement, et ils me disaient que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer un interprète. Donc là, déjà, réglé. Dans ce même endroit... Dis-moi, instruction donnée par qui aux gendarmes sur les mineurs par, vous voulez dire... Par le parquet, monsieur le Par le Président. parquet, oui, mais je voulais que vous le... Oui, par le parquet. Je suis sûr d'avoir bien compris. Oui. Et j'ai appris à cette occasion que le déferment devant les magistrats, ou parfois même la mise en garde à vue, était soumis à un critère de valeur de vol, de cambriolage, c'est-à-dire qu'à moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on présente personne. Voilà aujourd'hui la réalité du terrain. La vraie réalité. Ceux qui, évidemment, sont interpellés par les policiers ou les gendarmes et qui sont dehors dans les conditions que je viens d'indiquer, continuent leur activité. Non seulement ils continuent leur activité, mais par ailleurs, ils ont vis-à-vis des détenteurs de l'autorité publique que sont les gendarmes et les policiers, un certain détachement, pour ne pas dire autre chose. C'est à cela que les gendarmes sont confrontés dans la vie quotidienne. Et très honnêtement, je dois vous le dire, c'est assez compliqué de maintenir la motivation dans nos troupes dans ces conditions-là, parce qu'il faut vraiment avoir foi dans son métier pour continuer avec la même motivation et avec la même énergie. Mais, à ce stade, dans la gendarmerie, je parle que de ce que je connais, nous arrivons, et je pense que notre statut militaire y est pour quelque chose, nous arrivons à maintenir le fait que tout le monde continue à rester attelé à la tâche.
Alors, je ne voudrais pas faire de stigmatiser parce qu'il y a effectivement un problème de population étrangère dans notre pays en termes de délinquance, c'est clair. Nous avons un certain nombre d'affaires qui le démontrent très clairement. Donc là, il ne s'agit pas d'un jugement ou d'une opinion, il s'agit d'un constat. Donc le constat, c'est que en termes de cambriolage, nous avons une difficulté avec les populations étrangères, en particulier les mineurs, parce que ceux qui organisent des bandes de mineurs qui sont chargés de cambrioler dans telle zone ou dans telle zone, parce que tout ça est bien entendu très bien organisé, c'est très bien hiérarchisé. Il s'agit de structures très mieux organisées presque que nous. Il y a des chefs, des sous-chefs, il y a des réseaux, il y a des points de rendez-vous, il faut qu'ils aient un certain rendement. Ce sont des choses qui sont complètement établies, celles-là. Donc, nous avons d'ailleurs dans le 44, il y a quelques jours, mis fin à une structure de cette nature, qui est une structure d'origine géorgienne, avec des ramifications dans les pays scandinaves. Et donc, toutes ces personnes sont désormais écrouées. Mais il est vrai que, je prends un exemple, c'est le cas du département, d'un département de l'ouest de la France, dans lequel le taux de cambrioleurs étrangers est monté jusqu'à 31%, alors même que la moyenne nationale est actuellement à 20%. C'est pour vous dire qu'il y a des endroits qui sont plus durement touchés. Un autre département dans lequel une implantation récente de personnes d'origine étrangère a vu et on constate depuis une augmentation assez sensible de l'ordre de 20% dans les cambriolages du département. Donc évidemment, il y a un lien de cause à effet. Tout cela pour dire que il y a, de ce point de vue-là, pour les populations étrangères qui viennent parfois, souvent de l'Est, une difficulté à traiter parce qu'on a des problèmes d'identité, des problèmes d'alias. On a du mal à établir les identités. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, la gendarmerie, établi des relations extrêmement étroites avec la gendarmerie roumaine, par exemple, et un certain nombre d'autres pays avec lesquels nous collaborons sans difficulté. Mais ce sont des procédures qui prennent beaucoup de temps parce qu'elles demandent de se mettre en rapport avec des États étrangers et c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Donc effectivement, nous avons une difficulté assez importante. Oui, absolument. J'ai un officier de gendarmerie roumaine à la DGGN dans mes services, oui. Oui. Pour ce qui concerne la gendarmerie mobile, monsieur le député, c'est vrai que nous avons supprimé, il y a quelques années, 15 escadrons de gendarmerie mobile. Nous en avions 123, et nous en avons 108. Et aujourd'hui, évidemment, ils nous font quelque part défaut, puisque nous sommes à flux tendu en termes d'emploi de la gendarmerie mobile. Ils sont globalement dans une moyenne de 215 à 220 jours de déplacement par an, ce qui est énorme, de déplacement, je dis bien. Et nous sommes globalement, notre capacité d'absorption s'élève au plan opérationnel à 54 escadrons de gendarmerie mobile employés par jour, c'est-à-dire à peu près la moitié. Nous avons des pics aujourd'hui à plus de 60. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits où on ne sait pas répondre à la demande. Nous avons été très largement engagés en Bretagne pour des questions d'ordre public. Ça a duré très longtemps et nous avons fait des choix. Ce qui veut dire que les escadrons qu'on a mis là-bas, on ne les a pas mis ailleurs. Et évidemment, quand on fait des choix, il y a des conséquences. Donc quand on enlève un escadron qui travaille en sécurité publique dans un endroit du pays pour l'envoyer en ordre public en Bretagne ou ailleurs, évidemment, il manque. Donc nous sommes en situation tendue, très tendue, et d'ailleurs nous étions en train de faire les comptes il y a quelques jours sur les fêtes de fin d'année pour lesquelles nous aurons là aussi quelques difficultés à faire face à toutes les demandes, puisque nous avons aussi en permanence, je tiens à le souligner, 19 escadrons de gendarmerie mobile outre-mer, en permanence. Donc en métropole, c'est effectivement, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, très tendu.
Alors, la question que m'a posée la vice-présidente tout à l'heure avant de partir concerne le milieu rural, et elle me demandait si on avait des pistes pour le milieu rural de manière à faire baisser ce sentiment d'insécurité. Alors, des pistes, c'est compliqué. En milieu rural, c'est d'autant plus compliqué qu'il s'agit de grands espaces. C'est-à-dire qu'il y a une dissémination de l'habitat qui fait que ça rend beaucoup plus complexe la tâche, notamment la prévention, parce que là, pour le coup, pour la zone rurale, c'est de la prévention. C'est essentiellement ça. La seule chose que je peux dire, c'est que conformément au mode d'action de la gendarmerie, ce qui nous importe, c'est de maintenir au maximum, en zone rurale, la proximité. C'est-à-dire qu'on ne désertifie pas et qu'on essaie de maintenir le maillage territorial de la gendarmerie. Après, sur les modes d'action, nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont on pourrait être de plus en plus efficace. On parle aujourd'hui, par exemple, de maisons de service public pour ne pas déserter les territoires, pour faire en sorte que l'État reste présent, parce qu'il est bien clair que en milieu rural, le dernier service public représentant de l'État, c'est la gendarmerie. Si on enlève la gendarmerie, là pour le coup, on rentre dans une question qui relève plutôt de l'aménagement du territoire. La question, c'est de savoir, est-ce que la gendarmerie a vocation, aujourd'hui, à être un élément important dans l'aménagement du territoire? Hier, j'avais tendance à dire non. Aujourd'hui, ma réponse est beaucoup moins tranchée. Donc, en milieu rural, il faut absolument que nous maintenions un dispositif qui nous permettent de faire face et qui nous permettent de garantir absolument l'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant la sécurité. C'est extrêmement important pour nous de faire en sorte que chaque citoyen ait le même droit à la sécurité, quel que soit le territoire sur lequel il réside. C'est aujourd'hui la quadrature du cercle. Parce que nous sommes en perte d'effectifs depuis... Là, nous en avons regagné 200, mais je rappelle que nous en avons perdu 6000 quand même en quelques années. Ce qui veut dire qu'avec 6000 personnels de moins, on ne fait quand même pas tout à fait la même chose. Pour ce qui concerne le sentiment d'insécurité en zone rurale, on a expérimenté un certain nombre de dispositifs, je pense à un en particulier, qui donne de bons résultats et qui pourtant au début avait... pour lesquels certains élus avaient marqué une certaine défiance, c'est les voisins vigilants. Ça marche assez bien. C'est une question de solidarité. Je pense que nous ne pourrons résoudre, je l'ai dit tout à l'heure que c'était une responsabilité collective partagée, nous ne pourrons résoudre les difficultés que nous connaissons en termes de sécurité dans ces zones-là que s'il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de partage et beaucoup de solidarité. Si on n'arrive pas à mettre ça en place par divers moyens, je pense que ça sera très compliqué. Vous avez tout à l'heure, monsieur le député, évoqué... tous les dispositifs qui existent, les CLSPD, tous les dispositifs qui ont été, qui se sont, j'allais dire, empilés les uns sur les autres. Et l'empilement, chez nous, c'est une grande force française d'empiler les choses. Nous, dans la gendarmerie, nous avons une certaine expertise, je dois le dire, contre laquelle nous essayons de nous débattre. Mais c'est vrai que nous avons tendance à empiler les choses, et plutôt qu'à un moment donné faire le ménage et regarder comment on peut faire les choses, eh bien on dit on va rajouter, peut-être que ça marchera mieux. Ben non, ça marche pas mieux. J'ai connu quand j'étais jeune officier les comités de prévention de la délinquance, c'était les CPD au départ. Et puis tout ça a augmenté, s'est transformé, on a changé la nature, on a changé le dispositif, on a changé les interlocuteurs, et finalement... je pense qu'on n'est pas meilleur aujourd'hui que nous l'étions autrefois. Pourquoi? Parce que moi, je ne crois pas à tous ces dispositifs dans lesquels tout le monde est réuni, il y a 30 personnes autour de la table, et il n'y a personne vraiment qui se sent concerné. C'est comme l'auberge espagnole. On y trouve ce que chacun y apporte, et très honnêtement, dans certains CLSPD, il y en a beaucoup qui n'apportent pas grand-chose.
Je crois, pour ce qui concerne ces dispositifs, ma conviction, je crois beaucoup au bilatéral. Je crois beaucoup au bilatéral. C'est-à-dire, on a un interlocuteur, un partenaire en face, et puis on convient d'un certain nombre de choses en face. Quand on est plus de 3 ou 4, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les intérêts des uns et des autres ne convergent pas. Pour de multiples raisons, qui ne m'appartient pas ici de commenter, mais c'est très compliqué. Donc je pense que... ou alors il faut tomber dans des endroits où il y a une symbiose entre les personnes. C'est une question de personnes, entre les personnes qui portent ces projets-là. Là, ça peut fonctionner. Mais il faut véritablement qu'il y ait une motivation personnelle et individuelle à faire avancer les choses. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a toujours un grain de sable qui permet de ne pas avancer ou qui ne permet pas d'avancer. Donc, je suis désolé parce que je réponds de manière un peu négative à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. En revanche, pour ce qui concerne les polices municipales, il y a véritablement un travail de partenariat monté avec les polices municipales. Moi, je suis un fervent défenseur du partenariat avec les polices municipales. Bien entendu, il faut qu'on remette les choses sur la table. Bien entendu, il faut qu'on revérifie et qu'on remette en perspective les attributions des uns et des autres. Il y a certainement des progrès à faire en la matière. Mais je pense que chacun a sa place dans le dispositif. Elle n'est pas forcément identique partout, parce que les profils des territoires ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il faut trouver des choses souples, modulables, mais de toute façon, nous ne pourrons pas avoir une production de sécurité de qualité si on ne remet pas ça sur la table et si on ne convient pas de manière très claire qui fait quoi et à quel moment. Mais nous ne pourrons pas nous passer les uns des autres, c'est évident. Alors ça prendra une forme ou une autre, je n'en sais rien parce que je ne suis pas devin, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous sommes condamnés à réussir ensemble, et chacun à sa place, chacun avec ses missions, même si, aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre en perspective les missions des uns et des autres, c'est tout à fait clair. La sécurité privée aussi a sa place dans le dispositif, et je pense qu'il est temps que nous donnions à chacun une place reconnue, établie, de manière à ce que nous puissions travailler en bonne intelligence. Alors, l'articulation avec des polices municipales avec la police nationale et la gendarmerie nationale, elle existe déjà avec les conventions. Les conventions, alors il y a des endroits où on a fait des conventions un peu fantoches, on est d'accord. Mais il y a des endroits où ça marche très très bien. Donc, à mon avis, on n'a pas, de ce point de vue-là, nous, en tout cas, gendarmerie, nous n'avons aucune opposition de principe, je dirais même plus, nous y sommes tout à fait favorables. Et il y a des endroits où ça marche très bien, et j'appelle de mes voeux que partout ça marche très bien de la même manière. Vous m'avez, Monsieur le Président, finalement posé une question sur la poche territoriale et puis sur les ZSP, et en me demandant si les ZSP pouvaient constituer un laboratoire utile. Oui, je pense que les ZSP sont un laboratoire utile. Je pense qu'on fait dans les zones de sécurité prioritaire un travail absolument formidable, parce qu'il y a eu une mobilisation des partenaires autour d'un projet partagé, pour lequel on a mis des moyens, et sur lequel chacun s'est mobilisé. Les LSP, je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps, ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de méthode. Et je pense que c'est la méthode qui est importante. Or, dans les ZSP aujourd'hui, en tout cas de celles que je connais, en zone de gendarmerie, nous en avons aujourd'hui 16, il y a une méthode qui s'est mise en place, et cette méthode donne des fruits, puisque nous avons, je ne parle pas des 2 dernières parce qu'elles viennent de naître, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, dans les 14 premières, nous avons des résultats assez conséquents, qui sont extrêmement variables, puisque les LSP n'ont pas les mêmes objectifs, puisque nous avons laissé la main localement pour déterminer les objectifs et y mettre les moyens et les méthodes en place. Donc on a très largement déconcentré. Mais ce que nous retirons en termes de, j'allais dire, de leçons sur ces dispositifs, c'est que la méthode fonctionne différemment selon les endroits, mais elle donne des résultats. Nous avons des baisses sensibles de la délinquance dans les LSP, et nous avons une prise en compte en termes de prévention, c'est très important,
qui n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe ailleurs. Donc il y a effectivement une méthode ZSP. La question c'est de savoir est-ce que les méthodes qui sont appliquées dans certaines ZSP sont transposables ailleurs. Je ne sais pas vous répondre, mais en tout cas ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un état d'esprit ZSP, il y a une méthode, c'est clair, elle doit être adaptée à chaque zone dans laquelle ça se passe, mais je reste persuadé que tout ce qui se passe aujourd'hui en ZSP, notamment dans les relations partenariales qui existent dans ces zones-là, peuvent être étendues sur l'ensemble du territoire national pour peu que les partenaires aient envie de travailler ensemble. Quelques questions complémentaires? Non? Oui? Juste dans le prolongement, pardon, merci Monsieur le Président. Juste dans le prolongement en général de la question que je vous posais, à laquelle vous avez répondu et très bien répondu. Ça n'engage que vous, bien sûr, mais de votre place, est-ce que vous pensez, par exemple, que une responsabilité accrue, clairement définie, des maires dans le rôle de la sécurité de proximité, dans une définition de la responsabilité du rôle en matière de sécurité de proximité, ou alors, quitte à envisager qu'il y ait une hiérarchie opérationnelle qui soit exercée sur les polices municipales par la gendarmerie ou par la police municipale, suivant certains types d'opérations. Est-ce que c'est ça ce vers quoi on doit peut-être tendre? À vrai dire, j'ai pas de solution miracle, mais effectivement, ça fait partie des hypothèses qui sont vraisemblables et qui sont jouables. Du reste, dans certains endroits du territoire national, ça se passe d'ores et déjà comme ça, par entente directe entre le maire, la police municipale et la gendarmerie ou la police nationale. Il y a même parfois moi je sais qu'en gendarmerie, puisque j'ai donné mon autorisation, il y a un certain nombre d'opérations qui sont menées en commun avec les polices municipales. Chacun dans son spectre de mission, mais des opérations conjointes. Je pense qu'on pourrait, sans aucune difficulté, et à condition que les choses soient bien claires pour tout le monde, aller dans ce sens-là. Pour moi, ça ne pose aucune difficulté. Quand vous dites conjointe, est-ce que clairement vous dites conjointe sur le terrain? Donc, oui, conjointe sur le terrain. Sur le terrain, oui. De façon opérationnelle. Oui, c'est ça. Oui, conjointe sur le terrain. Mais les policiers municipaux font du travail de police municipale et les gendarmes font du travail de gendarmes départementaux. Dans le respect des compétences et forcément de la loi. Exactement. Bien d'accord. Monsieur Goujon. Juste deux questions. Vous avez évoqué les difficultés que vous avez pour traiter les violences intrafamiliales. On comprend bien, il en va de même d'ailleurs pour la police. Et justement, dans l'ensemble de commissariats de police, les départements notamment affectent parfois des assistantes sociales. Je veux savoir si ça existe en gendarmerie et si vous pensez que cette formule peut être utile lorsque les plaignants sont reçus par une assistante sociale ou un travailleur social en tout cas, plutôt que par un gendarme évidemment, pour d'ailleurs approfondir la situation, traiter le dossier avec les autres partenaires sociaux et ensuite traiter de façon pérenne. Voilà. Deuxièmement, vous avez évoqué l'arrivée de, je ne sais pas l'enfant prodigue, mais en tout cas l'enfant adoptif au ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où en est la mutualisation par rapport à l'emploi sur le terrain? D'organisation bien sûr différente avec la loi de rapprochement, mais au niveau de l'emploi, où en est la mutualisation? Jusqu'où peut-elle aller? Est-ce qu'il y a des voies qui peuvent encore être explorées? Je vais vous laisser répondre, mais je vais ajouter une question. Et tout à l'heure, j'aurai une dernière question. On reviendra sur la délinquance. Mais une question, puisqu'on peut être iconoclaste, donc sur la gendarmerie mobile, pour être sûr d'avoir bien compris. Évidemment, il n'y aurait pas que la gendarmerie mobile avait vu la suppression de plusieurs escadrons, une quinzaine, comme vous l'avez dit. Et vous dites on est très tendu. Donc, pour avoir bien compris ce que je voudrais que vous puissiez me préciser, vous considérez aujourd'hui qu'on ne peut pas réduire plus du fait des contraintes des moyens, ça pourrait s'imaginer, de réduire plus les moyens de la gendarmerie mobile, donc les effectifs, voire même de penser à reverser des effectifs de la gendarmerie mobile dans les brigades. Donc question tout à fait iconoclaste, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette question délicate.
Il n'y a aucune question n'est délicate, Monsieur le Président. Pas de souci, je vous y répondrai. Alors, pour ce qui concerne les violences intrafamiliales, nous avons exactement le même dispositif que la police nationale. Nous avons des intervenants sociaux qui sont dans les unités et qui sont en mesure de prendre en compte la situation des victimes des violences intrafamiliales. Ça n'existe pas partout parce que il y a un certain nombre de conseils généraux qui résistent. Parce que, évidemment, c'est à la charge des conseils généraux, c'est pas la gendarmerie qui est en mesure de financer cela. Donc il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels ça existe, et ça fonctionne très bien, et il y a d'autres endroits dans lesquels on a des difficultés à convaincre. Mais je pense que ça viendra, j'espère. Voilà. Absolument pas. Oui. Voilà, vous allez nous communiquer la liste des départements qui résistent. Ce n'est pas de la délation, Non, c'est la non, coopération. je vais, si vous voulez bien, je vais vous Sachant donner la que- liste. Sachant que vous savez très bien qu'il ne peut pas y avoir d'injonction, puisque c'est le principe de la libre administration, un principe constitutionnel en même temps. Mais enfin, ça permet d'avoir un état des lieux. Donc en fait, je vais vous, si vous voulez bien, Monsieur le Président, je vais vous donner la liste des départements dans lesquels ça existe. Alors, pour ce qui concerne les mutualisations police-gendarmerie, alors, c'est un sujet qui m'est cher. C'est un sujet qui m'est cher parce que pendant très longtemps, on a beaucoup parlé de mutualisation police-gendarmerie et je pense même d'ailleurs que dans certains esprits, la mutualisation, ça voulait quasiment dire la fusion police-gendarmerie. Ce qui évidemment heurte ma sensibilité de vieux militaire que je suis. Les mutualisations sont une excellente chose parce qu'elles permettent de mettre en commun un certain nombre de moyens dans un but d'efficacité supplémentaire ou de meilleure efficience. Donc évidemment, tout le monde intellectuellement partage ce constat et partage cette opinion, sinon franchement, ça serait inquiétant. En revanche, le processus de la mutualisation comporte un certain nombre de limites. Normalement, il doit déboucher sur une économie de moyens, de préférence. Et puis, il doit préserver l'efficacité, voire l'améliorer. Or, j'observe que dans un certain nombre de mutualisations qu'on nous a proposées, ou que parfois on nous demande de faire, il n'y a aucun gain, voire des investissements supplémentaires à faire, et que les gains supposés en efficacité ne sont pas au rendez-vous. Donc si c'est pour faire des mutualisations pour un affichage, et que finalement le résultat soit moins bon que ce qui existait avant, je pense qu'il ne faut pas y aller. Si on n'est pas dans ce cas-là et que c'est du plus pour tout le monde, il ne faut même pas réfléchir, il faut y aller. Or, je note quand même que depuis quelque temps, on a fait un certain nombre de mutualisations qui ont bien marché. J'observe qu'on nous demande d'en faire davantage, mais on ne comprend pas dans quel but. Donc, il y a des moments où j'ai l'impression d'être au sein de la gendarmerie le monsieur non, qui dit non. Mais je pense que nous devons aller vers la mutualisation car il y a un gain pour tout le monde. Si ça n'est pas le cas, il faut être extrêmement prudent et il ne faut pas sacrifier à l'affichage politique des mutualisations qui n'ont, à mon sens, pas raison d'être. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça serait très compliqué, mais en tout cas, alors il y a un deuxième danger sur la mutualisation, je vais vous le dire puisque ma liberté de parole commence à être bien connue. Il ne faudrait pas que les mutualisations débouchent sur une altération de la militarité de la gendarmerie. Je pense que pour notre démocratie, la militarité de la gendarmerie est une grande force et une grande chance. Si un jour le gouvernement et le pouvoir législatif décident qu'il n'y a plus qu'une seule force de police dans ce pays, tout le monde exécutera ces décisions-là sans aucune difficulté, et la gendarmerie la première, parce que c'est une force loyale et républicaine. Mais s'il s'agit de se réveiller dans 10 ou 15 ans
en se disant, mais qu'est-ce qui diffère de la police, de la gendarmerie? Qu'est-ce qui les différencie? Parce que pendant 10 ou 15 ans, on aura mis des petits coups de scalpel à la militarisation de la gendarmerie sur des petites décisions, ici ou là, anodines. C'est comme les tableaux des impressionnistes. C'est des petites touches. Ça ressemble à rien au début, puis après, c'est magnifique. Là, c'est en sens contraire. Il y a des petites touches, des petits coups de scalpel, et puis au moment, on se dit, ben voilà, plus rien ne sépare la police de la gendarmerie, donc aucun intérêt d'avoir deux forces. Si c'est ça, je dis qu'il faut que nous, et moi je serai le premier à me battre contre les décisions qui attaqueront la militarité de la gendarmerie, parce que je ne le dis pas parce que la chose m'appartient, mais parce que je pense que c'est vraiment dans l'intérêt du pays. En quoi la mutualisation, par exemple, de garage, de l'entretien des véhicules, de la réparation, des laboratoires de police scientifique et technique pourrait mettre en cause la militarité de la gendarmerie, par exemple? Si c'est ça, hein, et à condition évidemment que ça remplisse l'objectif que vous avez, que je partage. Vous avez défini le double objectif, à la fois économie, mais aussi plus d'efficacité. Hein, là, on est d'accord là-dessus. Hein. On est complètement d'accord. Et les mutualisations de garage, etc., sont déjà pour une grande partie faites, et on ira jusqu'au bout. Et évidemment, il faut le faire. Non, mais ça, c'est tout à fait clair. Pas du tout. Ça, pas du tout. Évidemment, pas du tout. Si vous permettez, Monsieur le Président, vous pensez à quoi? Au casernement, des choses comme ça qui sont aujourd'hui... Oui. Non, à un moment donné, on a parlé, par exemple, je prends un seul exemple, emblématique, et vous m'en excuserez. La formation. On dit on va mutualiser la formation. Mais justement, non. On ne va pas mutualiser la formation. C'est le fondement même de la gendarmerie, la formation initiale notamment. Alors après, pour les formations techniques en police technique et scientifique, je ne dis pas. Ça ne pose pas de difficulté. C'est du technique, je dis que oui, ça il faut faire. Mais j'entends dire qu'on va mutualiser nos écoles de formation initiale. Ben, bien sûr que non. C'est un exemple emblématique, mais ça n'est un. Donc très honnêtement, là, on est là sur des fondements. Et je pense que ces fondements-là, il ne faut pas les ébranler, parce que sinon, on prend un grand risque. Alors, je voudrais revenir, peut-être pour terminer encore quelques instants, sur la question évidemment majeure, celle de la délinquance. Dans votre propos liminaire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de cohérence de la politique pénale, ou en tout cas que selon les territoires, il pouvait y avoir, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'aurais aimé que vous explicitiez un petit peu cela. Et puis vous avez abordé deux questions essentielles, celle des mineurs, celle des cambriolages comme étant des questions évidemment importantes. S'agissant du contentieux de masse, de la sécurité quotidienne. Sur les mineurs, vous avez parlé des mineurs étrangers, mais si on parle des mineurs en général, hein, donc il y a les étrangers et il y a les autres. Est-ce que, et sur les cambriolages, vous avez dit, oui, mais la difficulté et un peu le malaise finalement des personnels de gendarmerie, c'est de faire le travail et puis de constater après que le cambrioleur, une fois que l'on a élucidé, interpellé, il peut se retrouver de nouveau dans la nature, où il est même relâché trop rapidement. Enfin, un petit peu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, est-ce que sur ces questions-là, qui sont des questions effectivement que nous devons traiter, celles de la sécurité quotidienne, mais que nous pouvons traiter aussi qu'avec forcément la justice, mais parfois, en même temps, on fait le constat sur un certain nombre de faits, on a épaissi le code pénal, on a judiciarisé de façon importante. D'ailleurs, au passage, les gendarmes nous disent, mais comme les policiers, qu'ils croulent, et c'est très chronophage, sur les procédures très lourdes, même pour des petites affaires, et qui, quand on est dans le bureau, on n'est pas sur le terrain. Donc, est-ce que vous avez là quelques idées, un point de vue certainement, mais quelques idées, quelques préconisations, enfin, en tout cas, qui pour nous seraient matière à réflexion? Alors, je vais essayer de vous apporter quelques éléments. Alors, pour ce qui concerne les mineurs, on a parlé des étrangers, mais évidemment, c'est pas la masse. Hein. La masse, c'est nos mineurs, ils sont bien français, ils sont bien de chez nous, et voilà. Et en plus, j'ai la faiblesse de croire, parce que j'en discute souvent avec les responsables de terrain, que ça touche toutes les couches sociales, du haut jusqu'en bas.
Il ne faut pas croire que les délinquants mineurs ou chez nous viennent de quartiers défavorisés parce que les chiffres prouvent exactement le contraire. Ils ne viennent pas que des milieux défavorisés et que des quartiers défavorisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mineurs? Je pense déjà qu'il faut qu'il y ait une prise en charge très précoce. Très précoce. Et quand j'entends dire que lorsqu'on est un gamin de 10 ans ou de 8 ans, parce que des fois ça descend aussi bas que ça, qu'on n'est pas capable d'entendre un rappel à la loi, qu'on n'est pas capable d'entendre un certain nombre de choses, je suis quand même très, très surpris, parce que il me semble que on peut entendre tout à condition que le discours soit adapté à l'âge de celui à qui on s'adresse. Évidemment, il ne s'agit pas de tenir un discours d'adulte, mais de tenir un discours clair pour que celui à qui on s'adresse sache ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Or, aujourd'hui, il y a une certaine frange de notre jeunesse qui ne sait pas où est le bien et où est le mal. Mais là, malheureusement, il s'agit d'une grande tendance lourde de la société, des structures familiales étant ce qu'elles sont. C'est un peu compliqué. Mais là, c'est vraiment un phénomène de société. Mais je pense que on peut très tôt donner un message clair. Or, c'est pas ce qui se passe. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une révolution culturelle à faire dans tous les organismes qui s'occupent de la jeunesse. Une vraie révolution culturelle. Pour ce qui concerne les mineurs, la première chose que nous pourrions envisager, c'est d'abord d'avoir des échanges extrêmement proches avec l'éducation nationale sur le suivi des décrocheurs scolaires. C'est extrêmement important. Et le suivi des décrocheurs scolaires, il doit être traité socialement. Pas par la gendarmerie, bien entendu. Mais si on ne fait pas ça, les décrocheurs scolaires sont le vivier de la délinquance de demain. Ça, c'est l'éducation nationale avec laquelle je dois dire que nos relations avec la gendarmerie sont totalement différentes de ce qu'elles étaient il y a 15 ans. Nous avons fait, de ce point de vue-là, beaucoup de progrès et nous arrivons à dialoguer et à mener des actions avec l'éducation nationale, ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune officier. Donc il ne faut pas hésiter à faire des échanges d'informations nominatives entre l'éducation scolaire, entre l'éducation nationale et nous. Mais encore une fois, c'est important, mais ça ne sera pas suffisant. Après, il faut que nous organisions des circuits d'information avec les bailleurs sociaux. Ils ont des informations. Ils savent un certain nombre de choses. Ils voient des situations qui se dégradent. Il faut absolument que l'on mette des circuits pour faire en sorte que ces informations remontent. Or, aujourd'hui, elles ne remontent pas partout. Elles commencent à remonter, mais elles ne remontent pas partout. Voilà deux petites pistes que c'est globalement, oui, me dit le colonel Césari, et il a raison, c'est globalement aujourd'hui ce que nous essayons de mettre en place dans les LSP et qui, dans certains endroits, fonctionne très bien. Là, on est sur le champ de la prévention. Oui. Oui, mais... Oui, non, mais alors, voilà, la prévention. Alors après, pour la politique pénale vis-à-vis des mineurs, là, si vous voulez, les enjeux sont tellement lourds qu'il me paraît difficile de vous donner des recettes. En tout cas, ce que je vois, c'est que il me semble, mais ça n'est que mon opinion, et je prends beaucoup de précautions lorsque je dis ça, il me semble que la politique qui est menée aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, par la protection judiciaire de la jeunesse, me semble datée de notre temps. Je crois que, évidemment, ils sont marqués par une culture qui a été celle de ceux qui ont cru acquérir leur liberté sur les barricades de mai 68, et que désormais, ça me semble être une vision du monde qui est un tout petit peu dépassée. Alors là pour le coup, c'est mon sentiment personnel.
Et sur les cambriolages? Sur les cambriolages, comment... Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui, qu'on soit en ZSP ou en dehors des ZSP, enfin partout, hein, il y a eu quand même, il y a des réalités. Et alors, en dehors des réseaux, parce que vous avez parlé des réseaux, et le rapport du CIRASCO le montre aussi, et quand nous étions en Saône-et-Loire, là aussi, on a entendu parler de ces... Bon, alors, la délinquance itinérante, mais aussi les réseaux. Mais il y a le cambriolage aussi, disons, où le cambrioleur, il est bien local. Hein, il est bien local. Et donc, vous avez évoqué aussi, justement, et on a entendu parler en Saône-et-Loire, c'est aussi une expérience qui est de terrain, des voisins vigilants. Donc, oui, finalement, l'implication, à condition que ce soit encadré, avec toute la déontologie nécessaire quand même, mais aussi là, les élus ont leur rôle à jouer, des voisins vigilants. Bon. Car finalement, si on sait très bien que seulement 10 à 11% des cambriolages sont élucidés, hein, sur les chiffres officiels. Donc on sait très bien que quand un cambriolage est élucidé, c'est parce qu'il y a eu une information, un témoignage qui permet... Bon. Donc on voit bien qu'il faut travailler dans cette dimension-là, hein, très certainement. Après, évidemment, c'est la justice qui prend le relais, on est bien d'accord, mais... il y a d'abord ça, c'est que oui, le taux d'élucidation est quand même très faible. Très faible, absolument. Parce que c'est le contentieux de masse qui est le plus compliqué à gérer, parce que les préjudices sont tellement faibles que parfois on a du mal à techniquement les régler, parce qu'on n'a rien en preuve matérielle. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous n'avez pas de preuve matérielle, vous n'avez pas de solution et vous n'avez pas de réponse pénale. Oui. Voilà. Donc, et les cambriolages pour nous posent une vraie difficulté. Alors, je pense que une partie de la réponse provient de la prévention, c'est-à-dire que quand on connaît des situations difficiles en amont, on peut prévenir. Et quand on est dans des primo-délinquants très jeunes, il faut prendre des mesures d'assistance éducative extrêmement sérieuses, beaucoup plus sérieuses qu'elles ne sont aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la responsabilité des parents doit être aussi recherchée, mais pas d'une manière, pas au titre de la sanction, mais au titre du traitement social, bien entendu. Aujourd'hui, un gamin de 8 ou 10 ans qui se rend coupable d'une infraction de type cambriolage est capable d'entendre la réponse de la société qui lui dit non, ton comportement n'est pas acceptable, et il faut qu'on trouve une réponse, j'allais dire, concrète à donner à cette délinquance-là, parce que quand on commence à 8 ans et qu'il n'y a pas de réponse digne de ce nom, on continue, et quand on en a 14 ou 15, on a un certain sentiment, et même bien avant, un sentiment d'impunité, et on continue. Ce qui veut dire que lorsqu'entre 8 et 14 ans, on a eu ce comportement, il est évident que c'est parti pour les 30 ou les 35 prochaines années. Or, l'expérience prouve que très tôt, lorsqu'on donne le message qui va bien, il y a un changement dans un cas sur deux. Je note, j'observe, quand je discute avec les gendarmes sur le terrain, qu'il y a de moins en moins de réponses sérieuses sur les délinquants de moins de 14 ans. La ministre de la Justice vient sur la question des cambriolages, et dans le cadre du plan national anti-cambriolage, de donner des instructions aux magistrats sur ce sujet et de la question de la nécessité d'intervenir de façon plus... c'est pas le terme évidemment employé, mais enfin, il faut intervenir avec des réponses et de façon plus ferme, disons que, puisque, comme vous l'avez dit, c'est le constat qui est fait sur le terrain trop souvent. Hein, donc il faut qu'il y ait des réponses
qui soit donné, apporté par la justice. C'est le sens de la circulaire là, qui a été publiée Le 29 fin novembre. Voilà, 29 Le novembre. 29 novembre. Voilà. Donc, voilà, je l'ai sous les yeux. Voilà. Mais je ne doute pas de la volonté de la garde des Sceaux d'améliorer les choses. J'ai quelques préventions sur la nature dont sa circulaire sera appliquée. Bien. Nous aurons, oui. Intéressant parce qu'on a tourné un peu autour du pot tout à l'heure, mais il faut nous dire, franchement, c'est quoi? C'est une culture dans les parquets localement? C'est quoi selon vous qu'est-ce qui, malgré une volonté affichée du ministre de l'Intérieur d'une part et de la ministre de la Justice, garde des Sceaux d'autre part, qui peut venir, qui vous met en doute cette application sur le terrain? Bien sûr, la remontée du terrain, ça j'ai bien compris, mais il faut nous en dire un petit peu plus, en général. Vous mettez en difficulté, monsieur le député. Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Écoutez, moi, je constate tout simplement que la manière dont la politique pénale ou les décisions qui sont prises selon les juridictions sont très différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous cambriolez une résidence principale et où vous volez un téléviseur, de l'argent, et vous allez comparaître, être condamné, et d'autres endroits où vous ne serez même pas déféré. Donc, il y a 2 poids 2 mesures dans ce pays en termes de réponse pénale. Et cela dépend de la manière personnelle dont le magistrat voit l'exercice de sa fonction de magistrat. Monsieur le Président, mais parce que c'est vraiment c'est très oui, intéressant. Mais vous ne verriez pas, vous, de corrélation entre, par exemple, les zones criminogènes, où les délits sont très importants, et finalement une forme de, je ne vais pas dire de laxisme, mais parce que le mot serait un peu fort, mais finalement de relâchement vis-à-vis de la réponse pénale, alors que des endroits où le crime, le délit, plutôt le délit, disons, serait plus rare ou fait plus exceptionnel, la réponse serait plus adaptée. C'est vraiment lié, vous pensez-vous, aux personnes? C'est pas un phénomène de masse, parce qu'auquel cas, ça serait une double injustice pour ces régions-là. Alors, je pense que c'est à la marge. Le fait que ça soit en fonction de la zone est à la marge, vraiment. Voilà. On peut penser que si la ministre de la Justice a pensé nécessaire de produire cette circulaire, c'est qu'il y avait un certain nombre de raisons à cela, et que donc il faut en attendre maintenant, en suivre la mise en œuvre. Alors, il y a beaucoup de magistrats qui vous diront qu'ils voudraient bien, mais qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre. Alors après, c'est cette réalité-là aussi qui existe. Et je pense qu'il faut la prendre en compte, et c'est une réalité, vraiment. Oui. C'est une réalité. Et là aussi, c'est variable selon les lieux, les départements. Ça, Absolument. C'est clair. Écoutez, mon général, merci. Mes chers collègues, vous n'avez pas d'autres questions? Je crois que c'est un échange très riche, très direct, très franc même. Donc on vous remercie vivement, et bien évidemment, puisque vous avez compris, nous travaillons jusqu'au mois de juin. Donc si nous avons besoin on peut rester en contact ou vous demander d'autres éléments d'information, et donc dont on vous remerciera de bien vouloir nous les produire. Merci en tout cas. Merci, Monsieur le Président. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, évidemment, je répondrai à vos attentes complémentaires. Alors, on a déjà une liste de départements positifs, donc on en déduira la liste des départements négatifs. Merci.